droit du travail a été conçu au départ, évidemment, pour régir les rapports entre l'employeur et les salariés, mais en présentiel. Donc le télétravail s'est apparu il y a 15 ans. Voilà, il y a 15 ans déjà qu'on a commencé à légiférer sur le sujet. Et on se rend compte finalement que, alors l'idée c'est de cadrer les choses et d'avoir des normes claires qui permettent à l'employeur d'assurer toujours, je dirais, son pouvoir de direction et de contrôle, d'assurer la sécurité des salariés et leur santé, et pour le salarié, évidemment, de pouvoir accomplir sereinement son travail. Alors, on se rend compte que les pratiques, je dirais, des entreprises, les normes que les entreprises avaient mises en place pré-confinement en matière de télétravail seraient complètement inadaptées, je dirais, ce qu'on peut appeler le télétravail 2.0, c'est-à-dire le télétravail massifié. Pourquoi? Parce que déjà, le télétravail pré-confinement était quand même assez limité. Ça concernait une minorité de salariés, voire une petite minorité de salariés dans l'entreprise. Ces salariés avaient pour la plupart une grande autonomie. Et ensuite, l'intensité du télétravail était relativement faible. C'était une journée par semaine, voire une journée tous les 15 jours, ou certains jours à la carte. Je dirais le recours, les modalités de recours au télétravail qui s'annoncent post-confinement, lorsqu'on sera post-crise, eh bien, ça s'annonce beaucoup plus massif. On sera plus du tout dans la même échelle. On aura un nombre beaucoup plus important de salariés. Et évidemment, ça démultiplie les enjeux, les problématiques et les risques. Donc, on a cette massification. On passe un petit peu de l'artisanat à l'industrie. Ensuite, au niveau du niveau d'autonomie des populations qui seront en télétravail, eh bien, le niveau d'autonomie sera globalement beaucoup plus faible que les personnes qui étaient en télétravail pré-confinement. Donc ça, c'est un point aussi à prendre en considération. Et ensuite, l'intensité du télétravail. Le niveau d'intensité va monter fortement en puissance, puisque comme on l'a vu avec Bruno, les entreprises envisagent un télétravail à hauteur de 2 voire 3 jours par semaine. Donc on n'est plus du tout dans la même échelle. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de redéfinir, je dirais, les modalités juridiques de recours au télétravail pour bien s'adapter à cette future situation, bien cadrer les choses, éviter les débordements, éviter, je dirais, les malaises, le fait que la santé des salariés et leur sécurité soient affectées par ce nouveau mode de travail, puisque le télétravail de façon intense, c'est nouveau. Alors, quels sont les textes qui régissent le télétravail? On a les articles L1222-9 à 11 du Code du travail qui définissent le télétravail comme toute forme d'organisation dans laquelle un travail qui aurait pu être effectué dans les locaux de l'entreprise est effectué hors de ses locaux. On ne parle pas de domicile, on va dire hors de ses locaux, c'est pas forcément le domicile du salarié, petite parenthèse, d'une façon volontaire, et j'insiste sur ce point-là, c'est très important, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Alors, on a aussi un accord national interprofessionnel étendu du 19 juillet 2005. Donc, vous voyez que ces normes datent quand même il y a plus de 15 ans. Cet accord s'impose à titre obligatoire aux entreprises qui appartiennent à un secteur professionnel représenté par le MEDEF, la CPME et l'UDP, qui sont signataires de cet accord étendu. On a aussi un accord récent, un ANI récent du 26 novembre 2020, mais qui, lui, a une portée plus explicative que normative. Voilà. Alors, comment mettre en place le télétravail? Comment je dirais quelles sont les normes qui vont régir le télétravail dans l'entreprise? On a tout d'abord 3 possibilités. Soit l'accord collectif d'entreprise. Donc ici, il y a une négociation avec les partenaires sociaux entre l'employeur et les partenaires sociaux. Et un accord. Donc un accord, ça veut dire un compromis. Ça veut dire que les salariés finalement sont représentés, participent à la création de la norme interne en matière de télétravail via leurs représentants. On a ensuite la possibilité pour l'employeur de faire une charte, c'est-à-dire unilatéralement d'établir la politique de télétravail. Enfin, 3e possibilité, un accord au gré avec chaque salarié via un avenant au contrat de travail ou un document informel. Évidemment, cette dernière possibilité est à proscrire dès lors que le télétravail sera massifié. Il faut avoir des normes collectives claires pour tout le monde, bien sûr une politique cohérente. Notons que les entreprises qui appartiennent à un secteur professionnel représenté par le MEDEF, la CPME ou l'UDP, c'est la quasi majorité des entreprises de France, devront se conformer à l'ANI de 2005 si elles recourent à la charte. L'avantage de recourir à l'accord collectif d'entreprise, c'est qu'on peut déroger de façon défavorable pour les salariés à l'ANI de 2005. Voilà, il faut garder ça en tête. Alors, quels sont les enjeux à prendre en compte en matière de droit social et de fiscalité personnelle? Tout d'abord, il faudra bien définir les activités et les postes éligibles au télétravail. Ensuite, il faudra aussi bien définir le ou les lieux du télétravail, l'exercice du télétravail. Enfin, adapter les modalités de contrôle de l'activité des salariés à la situation particulière des télétravailleurs et faire de même pour tout ce qui concerne le décompte du temps de travail. Il y aura aussi des adaptations en matière de frais professionnels.
Oui, Eric, juste j'interviendrai un petit peu après toi en matière de frais professionnels. On va attirer votre attention sur un casse-tête, en fait, puisque la réglementation, bien qu'existante, elle n'est pas très précise. Et c'est un véritable enjeu et challenge pour les entreprises pour maîtriser leurs coûts et leur budget. Tout à fait. Alors, donc tout d'abord, en droit social, on va passer à la slide suivante. Donc, bien définir les activités et les postes éligibles. Pourquoi c'est important? Parce qu'on change de paradigme. Auparavant, les activités éligibles et les postes éligibles au télétravail, c'était minoritaire dans l'entreprise. Voilà, c'était évidemment une partie des activités seulement. La grande majorité des postes et des activités n'étaient pas télétravaillés, ne rentraient pas dans le champ d'application du télétravail. Là, on assiste à un changement de paradigme. C'est le contraire, c'est-à-dire que ça va être la majorité des postes dans la plupart des entreprises qui vont devenir télétravaillables et donc la majorité des activités. Donc, l'idée, c'est que maintenant, les salariés vont avoir une appétence pour le télétravail, c'est l'employeur devra justifier pourquoi une activité n'est pas télétravaillable, pourquoi un poste n'est pas télétravaillable, pourquoi moi, salarié A, je ne peux pas télétravailler alors que mon collègue salarié B peut télétravailler. Et donc, il faudra être en mesure de valablement pouvoir refuser ces situations de télétravail sur des critères objectifs et pertinents. Ensuite, on a vu avec Franck et Bruno que les enjeux en matière RH et d'occupation des locaux sont très importants en matière d'organisation du travail. Donc, il faudra se poser pour bien définir, délimiter les activités qui peuvent être télétravaillables. Sur les postes éligibles, ce sera la même chose au sein des activités télétravaillables. Alors, il sera important de bien définir ces postes. Pourquoi? Parce que si un salarié n'est pas éligible au télétravail, qu'il demande à passer en télétravail, eh bien, on n'aura pas à motiver le refus, quoi, sauf dans certaines situations. Par contre, si c'est un poste éligible, eh bien là, il faudra que je motive le refus d'octroyer le télétravail à un salarié. Alors, il faudra s'assurer, lorsque je détermine les postes et les salariés éligibles, que je ne vais pas à l'encontre du principe d'égalité entre les salariés. Pourquoi tel poste est en télétravail et l'autre poste ne peut pas télétravailler? Il faut avoir des critères objectifs et pertinents. Ensuite, il sera possible aussi de mettre des critères relatifs, je dirais, aux salariés, mais ici, attention de ne pas rompre ce principe d'égalité ou de tomber dans la discrimination. Il sera possible d'exiger une certaine ancienneté dans un poste pour que le salarié puisse télétravailler. Pourquoi? Parce que pour télétravailler, il faut une certaine autonomie, donc une certaine expérience dans le poste. Donc ça, ce sera pertinent. Par contre, je ne pourrais pas refuser à un salarié de télétravailler si celui-ci, par exemple, a des enfants en bas âge. Voilà, on pourrait dire, bah oui, mais là, le salarié, il a des enfants en bas âge, donc il ne peut pas télétravailler parce qu'il est tout le temps interrompu toute la journée. Eh bien, ce n'est pas possible. Ce critère est considéré comme discriminant parce que fondé sur la vie privée du salarié, sa vie personnelle. Voilà, donc une fois qu'on a bien défini les postes et les activités éligibles, il s'agit ensuite de bien définir le ou les lieux d'exercice du télétravail. Alors c'est important parce que n'oublions pas que l'employeur reste redevable d'une obligation de sécurité envers le salarié, y compris lorsque celui-ci télétravaille, toujours au travail, donc forcément on a une obligation de sécurité. Et l'employeur doit s'assurer à la fois de la conformité du lieu d'exercice du télétravail. Donc, comment faire? Eh bien, soit on fait intervenir un expert extérieur qui certifie la conformité, soit on demande au salarié d'attester sur l'honneur que le local dans lequel il va télétravailler est conforme, mais il faut bien informer évidemment au préalable des conditions requises. Alors, la certification est quand même à privilégier, surtout si on a une forte intensité du télétravail. Le salarié, c'est pas un spécialiste des normes électriques, notamment, et des normes de bâtiment. Alors ensuite, il faut bien cadrer les choses en amont, parce qu'en principe, pour éviter les débordements, les zones grises, en principe, jusqu'à présent, le télétravailleur travaillait au sein de sa résidence principale, qui était située en général à proximité de son lieu de travail, puisqu'il travaillait aussi beaucoup et surtout en présentiel. Désormais, si on inverse les choses, la personne est plus en télétravail qu'en présentiel, et bien finalement, ces salariés vont pouvoir travailler au sein de leur résidence principale. Ils ont aussi une appétence pour travailler dans les résidences secondaires, voire dans les espaces de coworking. Alors, quid, finalement, si un salarié décide, je dirais, de déménager à 400 km de son lieu de travail en présentiel. Voilà, il alterne le télétravail à 3 jours par semaine, 2 jours par semaine de présentiel. Donc ici, n'oublions pas que le salarié a une liberté fondamentale, c'est-à-dire la liberté du choix du domicile. Ça relève de la vie privée, de la vie personnelle. Et tant que le salarié est en mesure d'effectuer son travail correctement, eh bien l'employeur n'a aucun droit de regard dessus. Alors, si vous voyez où je veux en venir, mais imaginons un salarié qui travaille à Paris. Il passe à 3 jours par semaine en télétravail.
Bon, moi, écoutez, dans ces conditions, moi, je préfère vivre à Barcelone et donc je me débrouille. Les 2 jours par semaine en présentiel, je viens, et puis 3 jours, je fais depuis Barcelone. Alors, quid si on n'a pas prévu un champ d'application géographique de la politique de télétravail? Est-ce que mon salarié, finalement, peut être travailleur de France? Alors, rien qui l'interdit dans le code du travail et dans les ANI. Donc, c'est vraiment à la charte ou à l'accord collectif de bien définir jusqu'où on veut aller. Sachant que si jamais j'autorise le télétravail à l'international, eh bien ici, je complexifie fortement les choses en droit social, mais aussi en sécurité sociale, en fiscalité personnelle et aussi en fiscalité des entreprises. Alors, on abordera mardi prochain dans un webinaire le 2 février les aspects spécifiques du télétravail transnational et on sera tous ravis. On sait que vous attendez avec impatience, on sera ravis de vous expliquer tous les enjeux qui se posent. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que il faut bien cadrer en amont les choses en matière de lieu de travail. Donc, est-ce que je peux travailler en France? Est-ce que je peux travailler à l'étranger? Quand je suis en télétravail, est-ce que j'ai une obligation de pouvoir revenir en présentiel? Si oui, sous quel délai? Est-ce que je peux télétravailler depuis ma résidence secondaire? Dans quelle modalité? Est-ce qu'il ne faut pas mettre des garde-fous, notamment imposer quand même des périodes de retour au bureau pour les personnes qui ont une certaine liberté dans l'organisation du télétravail? Est-ce qu'on peut aussi autoriser des espaces de coworking? Donc, si c'est des espaces normés, a priori, les normes sanitaires et sécuritaires sont respectées. Donc, ce sera possible aussi, à proscrire quand même le télétravail a priori dans les hôtels ou les locations saisonnières, puisqu'ici, il faudrait que l'hôtelier ou le propriétaire autorise un tel recours au télétravail et que les normes évidemment de sécurité soient respectées. Ensuite, autre point important, bien définir les modalités de contrôle de l'activité des salariés en télétravail. Voilà, puisque n'oublions pas que l'employeur reste évidemment conserve a priori sa prérogative de contrôle de l'activité des salariés, que c'est moins facile de contrôler l'activité de ses salariés en télétravail. Alors, des principes à respecter, une nécessaire information préalable au moyen de chaque salarié et surtout, préalablement, l'information de la consultation des représentants du personnel. Et ça, c'est valable aussi pour les modalités en présentiel. Il faut veiller à ce que les restrictions apportées aux libertés et aux droits des salariés soient bien proportionnées au but recherché et justifiées par la tâche à accomplir. Il faut que ce soit pertinent et surtout que ça respecte les droits et les libertés du salarié, notamment la vie privée. Je vais prendre un exemple. Mon salarié, quand il est en présentiel, eh bien, je le vois sur l'open space. Je vois à quelle heure il arrive, je vois à quelle heure il part, je vois s'il fait des pauses, je vois s'il est assidu, je vois s'il se concentre, je vois s'il dépote, je vois s'il est un petit peu en train de regarder son téléphone. Bref, je peux le surveiller, voilà. Et on peut se dire, a priori, quand il est en télétravail, pourquoi je pourrais pas faire la même chose? Je peux très bien lui imposer de se mettre en visio, je le regarde, c'est comme si je le regarde finalement quand il est sur l'open space. Eh bien non, là-dessus, la CNIL nous dit que ça apporte une restriction trop importante, mais ça porte atteinte à la vie privée du salarié. Donc, imposer une surveillance en webcam toute la journée, c'est pas possible. De même qu'imposer des prises de photos d'écran aux salariés de prendre des photos régulièrement ou avoir un logiciel qui fait des captures d'écran, ce sera aussi excessif. Donc, ce qui est préconisé, c'est plutôt de contrôler l'activité du salarié au regard d'objectifs à réaliser sur des périodes données, sur des courtes périodes, et grâce finalement aux moyens de contrôle, à l'informatique, on va pouvoir quantifier la production du salarié et s'assurer finalement, évidemment, qu'il travaille comme il doit le faire en présentiel. Un autre enjeu, c'est le décompte du temps de travail. Donc, il convient d'adapter les outils et les normes, en la matière. Donc, la durée du travail restera régie par les modalités d'aménagement de la durée du travail applicable aussi en présentiel, mais il faudra veiller surtout à ce que, les salariés qui travaillent en heures, parce qu'on a des salariés qui travaillent en heures, il y ait des outils pour bien contrôler leur durée du travail, donc des outils de pointage online, et surtout veiller à ce qu'il n'y ait pas de risque systémique d'heures supplémentaires. On sait qu'en droit français, même si l'employeur interdit l'heure supplémentaire, même s'il n'a pas expressément autorisé, le salarié a quand même le moyen d'obtenir des heures supplémentaires via le juge prud'homal. Donc il est important d'éviter ce risque et de mettre des garde-fous, par exemple des déconnexions en dehors des horaires collectifs pour les salariés qui travaillent dans ce cadre-là, ou les salariés qui travaillent sur des plages de durée, prévoir peut-être une déconnexion au bout d'un certain temps. Bref, assurer concrètement la décompte du temps de travail des salariés et éviter, les excès. Pour les salariés en forfait jour, il faudra aussi veiller, comme c'était le cas auparavant, mais à respecter les durées maximales de travail et les durées minimales de repos via éventuellement une déconnexion au bout d'un certain temps. Sachant qu'il est important aussi, ça c'était obligatoire avant, mais ça devient de plus en plus pertinent, c'est de fixer des plages horaires au cours desquelles les salariés restent joignables, y compris pour les forfaits jours.
Voilà, donc toutes ces spécificités du télétravail en matière de droit du travail se retrouvent aussi à l'aile pour tout ce qui concerne les frais et les prises en charge des coûts. Merci beaucoup, Eric. Et désolé, effectivement, le temps est une donnée, tant dans le travail que dans l'exposition, est une donnée importante. Il y a énormément de choses à dire et on voit que ça soulève quand même beaucoup d'interrogations. Et alors précisément, juste peut-être on en arrive, je passe la parole à Hélène sur de nouvelles interrogations avec là aussi des incertitudes. Oui, tout à fait, Arnaud. Des incertitudes. Bon, déjà pour poser le décor, et ce qui est important, c'est que les frais, lorsqu'ils sont pris en charge par l'employeur et qu'ils revêtent bien la qualification science légale de frais professionnels, sont exonérés de charges sociales et d'impôts sur le revenu. Donc c'est important de l'avoir en tête pour la maîtrise de son budget, et ça peut être effectivement aussi un levier. Donc la difficulté ici, parce qu'on a une législation qui n'est pas toujours limpide, c'est de trouver un juste équilibre entre l'incitation des salariés, la maîtrise de son budget et la maîtrise de la conformité, qui est un vrai challenge. Donc, il existe des règles qui n'étaient pas très claires. L'ANI, récemment négocié, dont parlait Eric, j'avais beaucoup d'espoir qu'ils viennent clarifier les choses, mais ce n'est pas le cas, ou en tout cas, c'est très partiel. Et avec le déploiement du télétravail à grande échelle, la mise en place d'une politique de gestion des frais très cadrée pour anticiper les contrôles, les déconvenues, les requalifications et donc les majorations de budget. Et c'est dommage si on avait suivi les recommandations de Bruno et qu'on a pu faire des économies de charges sur son empreinte immobilière, de se faire rattraper sur des rehaussements sociaux. La mise en place d'une charte en matière de frais est très importante. Alors, quelle méthode ? Alors déjà, il y a un point avant la méthode, il y a un point très important à avoir en tête, c'est que la loi n'est pas très claire entre ce que doit prendre en charge l'employeur et ce que peut prendre en charge l'employeur. Alors pour répondre, la loi pose quelques principes et la jurisprudence vient et continuera à l'avenir à venir clarifier les devoirs de l'employeur. Et aujourd'hui, on est dans une zone d'ombre. Pour peut-être répondre à certaines questions de nos participants, par exemple, effectivement, le trajet entre le lieu d'exercice de l'activité en télétravail et le lieu effectif du travail en présentiel, ce frais doit continuer à être pris en charge par l'employeur à hauteur de 50%. Alors, on parle de titres d'abonnement et d'usage de transport public, mais effectivement, dans l'exemple d'Eric, si un salarié décide d'effectuer son activité en télétravail d'une façon très éloignée, alors cela peut coûter très cher à son employeur. Et donc, effectivement, il va falloir cadrer un petit peu tout ça et jongler entre les règles. Pour les méthodes, il y en a 3. La première, c'est simplement un complément de salaire. La deuxième, c'est le remboursement sur la base de frais réels, sur justificatif, présentation d'une facture. Et la dernière méthode, c'est le versement sur la base d'une allocation forfaitaire. Sur chacune a ses avantages et ses inconvénients. Sur la première méthode, le complément de salaire, c'est super simple. On verse une prime et puis voilà. La seule chose, c'est que lorsqu'on verse une prime, elle ne peut pas revêtir la qualification de frais professionnels et donc on ne peut pas bénéficier des leviers des exonérations. Donc c'est un coût pour l'entreprise. La deuxième méthode sur les frais réels, c'est très bien parce que si ça rentre dans l'une des catégories qui bénéficient, qui permettent de qualifier de frais professionnels, alors on peut bénéficier d'une exonération. La difficulté, c'est de pouvoir qualifier la dépense, puisqu'on a aujourd'hui une liste non exhaustive et très large de dépenses qui peuvent qualifier. Et en même temps, comme c'est très large, c'est très difficile pour un employeur de pouvoir vraiment évaluer si la dépense qualifie bien de frais professionnels exonérés. Voilà. La deuxième difficulté, c'est pour les frais professionnels, la lourdeur de gestion administrative, puisque ça veut dire donner des justificatifs du salarié à l'employeur et ensuite l'employeur être capable d'aller produire ses justificatifs en cas de contrôle. Donc, c'est vraiment une lourdeur
qui matériellement a un coût. Hein. Voilà. Et ensuite, une dernière méthode qui existe depuis peu, c'est le versement d'une allocation forfaitaire globale. Qui aujourd'hui, pour être exonéré, se monte à 10 € par mois pour un salarié qui effectue une journée de télétravail par semaine, 20 € par mois pour 2 journées, 30 € par mois, etc. Il faut juste savoir que cette option n'émane que d'une information publiée par l'URSSAF fin 2019, donc plutôt récemment, et ça veut dire juste en pratique qu'elle n'est pas opposable aux inspecteurs du recouvrement. Donc on est dans une forme d'insécurité juridique. C'est justement sur ce sujet que l'ANI s'est un peu prononcée pour la gestion des frais et a invité quelque part le législateur à intervenir sur le sujet pour entériner cette pratique et la graver dans le marbre législativement parlant. Alors l'avantage considérable du forfait, c'est que dans notre jargon, on dit qu'il est réputé utilisé conformément à son objet. Ça veut dire que l'employeur n'est pas tenu de produire des justificatifs. Mais la difficulté pour la gestion de ce budget qui est par jour de télétravail, outre la sécurisation qui n'est pas encore là, la sécurisation juridique, c'est qu'il est difficile à évaluer parce qu'il va dépendre du nombre de jours télétravaillés par le salarié. Or, il peut varier selon les périodes, selon les missions des salariés, notamment pour les salariés qui disposent d'une large autonomie. Donc, l'employeur, là, doit se préparer en cas de contrôle et de préférence en amont, mais en cas de contrôle à produire tous les justificatifs qui permettent d'attester du nombre de jours télétravaillés et qui sont en adéquation avec le forfait versé. Et le revers de la médaille là, ce serait de verser l'allocation qu'à minima pour permettre la gestion du risque d'avoir trop versé, ce qui viendrait à ne couvrir que partiellement en fait les frais engagés par les collaborateurs en télétravail. Voilà sur les méthodes, Arnaud. Oui. Alors très rapidement parce que le temps tourne, mais il y avait quand même la question. Tu as parlé de l'URSSAF, donc évidemment, comment bénéficier des exonérations? En quoi est-ce que les charges sociales peuvent être exonérées? Eh bien voilà, tout dépend de la qualification et de ce casse-tête pour les employeurs de se dire si son frais qualifie ou pas. Et par ailleurs, en fonction de la qualification du frais, le remboursement peut être intégral et bénéficier intégralement de l'exonération, mais il peut être, ça on en a l'habitude, il peut être uniquement au prorata de la quote-part professionnelle de la dépense. Je pense à un prorata de loyer par rapport à l'usage professionnel de l'habitation du salarié en télétravail qu'il en fait versus la surface totale. Il n'y aura qu'un prorata qui sera admis en déduction. Et il y a même une troisième exonération qui n'est qu'à hauteur de 50% des frais engagés. Bruno nous parlait du siège vertueux. Là, je vais vous parler du siège confortable pour pouvoir travailler confortablement. Eh bien, si l'employeur paye un siège confortable à son salarié et ce siège reste la propriété du salarié à l'issue de la fin de son contrat de travail, alors il n'y a que 50% du frais engagé qui est déductible. Donc là encore, outre gérer la qualification en soi du frais, il va falloir gérer en fonction de la qualification ce qui est déductible ou non. Donc, pas encore très, très simple pour les employeurs. On est sur du sur-mesure, en fait. On le voit. Exactement. Et alors, est-ce que, quand même, attirer l'attention sur les conséquences d'une gestion qui est mal maîtrisée, très simplement? Oui, les conséquences, elles sont toutes simples. Hein. C'est le redressement des URSSAF, comme dit le redressement URSSAF, donc le redressement des cotisations sociales qui peuvent remonter sur 3 ans. Donc un budget dépassé, un budget non maîtrisé, non anticipé, et une conséquence par ricochet est que, eh bien, quand on rehausse les bases URSSAF, en fait, on va rehausser aussi les bases en fiscalité personnelle. Et donc, le salarié va se retrouver dans une situation où il va lui-même être redressé fiscalement. Et la question qui se pose là, c'est quid de la possibilité pour le salarié de se retourner vers son employeur et lui dire, écoutez, vous avez mal fait les choses et moi je me retrouve dans cette situation avec un surplus d'impôts, je ne l'avais pas anticipé, merci de m'accompagner dans la gestion de ce problème. Ouais. Voilà les grandes conséquences. Donc pour conclure, la gestion vraiment en amont, elle est primordiale pour sécuriser le régime social et fiscal applicable aux frais professionnels et satisfaire les salariés
tout en évitant les déconvenus. Alors, nous arrivons au terme, mais je voudrais quand même encore revenir sur deux questions avec toi, Hélène, qui sont en fait la transition sur les questions, parce qu'elles vont répondre précisément à des questions qui ont été posées sur est-ce qu'on peut notamment imposer le télétravail pour réduire les locaux. Alors ça, c'est une vraie question, et c'est vrai que ça fait ricocher avec l'intervention de Bruno, puisque quid d'une entreprise qui souhaite réduire ses locaux, est-ce qu'on peut imposer le télétravail? Donc il faut distinguer, donc là on va parler du premier cas, c'est est-ce que je peux imposer à un salarié qui travaille qu'en présentiel de passer en télétravail? Alors, un salarié déjà embauché. La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on a l'article L1222.9 du Code du travail qui dit que le télétravail, je vous l'ai mentionné, c'est certes de façon volontaire. On a ensuite l'ANI 2020 qui indique qu'il faut un accord entre le salarié et l'employeur, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. Donc, en dehors de ces deux hypothèses, il faut vraiment le double accord salarié et employeur. Et on ne peut pas licencier un salarié qui refuse de passer en télétravail. L'article L1222.9 est très clair à ce sujet. Le refus d'accepter un poste en télétravail n'est pas un motif de rupture du contrat. Donc, on aurait pu imaginer une rupture pour motif économique, etc. Mais ce sera pas possible. Ensuite, n'oublions pas que le salarié en télétravail bénéficie d'un droit à la réversibilité dès lors qu'il est passé d'un présentiel à un télétravail en cours d'exécution du contrat. Ce principe de réversibilité doit figurer dans la charte ou dans l'accord du télétravail et être rappelé dans le contrat de travail, et que à la fois l'employeur et le salarié doivent pouvoir imposer un retour repasser en présentiel sous certaines conditions, et que si on verrouille trop la clause de réversibilité pour éviter que les salariés en télétravail repassent en présentiel, on pourrait dire qu'on a finalement supprimé une effectivité à cette obligation de rétroactivité. Pour les salariés qui sont embauchés directement en télétravail, ça fait partie de leurs conditions d'embauche d'être en partie en télétravail voire en totalité, eh bien ces salariés-là, évidemment, ne pourront pas imposer de passer en présentiel. Ils auront simplement un droit de priorité et une obligation d'information de l'employeur à sa charge pour les faire passer sur des postes en présentiel intégral. Voilà. Après, une autre question qui se pose derrière tout ça, c'est est-ce que je peux augmenter l'intensité du télétravail? Moi, je suis un télétravailleur à hauteur d'un jour par semaine. Est-ce que mon employeur peut m'imposer de passer à 2 voire 3 jours? Est-ce que c'est une modification du contrat de travail? Alors, on peut considérer, tout dépend de l'intensité. Si c'est une très faible intensité supplémentaire, on pourrait considérer que c'est un simple changement des conditions de travail et que là, c'est le pouvoir de direction de l'employeur et donc l'employé n'aurait pas son mot à dire. Mais pour moi, c'est une notion à manier avec beaucoup de précautions. On serait plutôt vraisemblablement dans la modification du contrat de travail qui requiert l'accord du salarié. Ici encore, on ne pourrait pas l'imposer. Peut-être qu'on pourrait l'imposer pour motif économique, mais ici, on est vraiment en zone trouble. En tout cas, de toute façon, n'oublions pas que le salarié a le droit à sa réversibilité, donc il pourra retourner en présentiel. Donc c'est vrai que c'est des paramètres à prendre en compte, je dirais, lorsqu'on envisage de réduire les locaux, se laisser quand même une marge de manœuvre pour les salariés qui refuseraient de passer en télétravail, qui refuseraient d'augmenter l'intensité du télétravail, qui souhaiteraient exercer leur droit de réversibilité.